Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Mes deux invités sont toujours avec moi. Professeur Bemba Bong, vous êtes l'auteur de Quand l'Africain était l'homme noir de l'Europe, publié aux éditions Dagan, et vous avez écrit également Réflexion sur une dynamique de combat pour la renaissance africaine. Merci professeur d'être resté avec moi. Louis Georgetin, auteur de Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire. Vous avez également écrit cette anthologie de tests de l'esclavage aux réparations, les tests clés d'hier et d'aujourd'hui. Merci à vous également d'être resté avec moi. 170 ans déjà que l'esclavage est aboli, même si les maîtres ne sont plus les mêmes, le phénomène persiste malheureusement sous sa forme moderne, comme le montre ce sujet de la rédaction signé Faba Marwan et commentaire Victoria Deglin. Alors qu'à la fin du 19e siècle, l'esclavage ancien, dit classique, semble définitivement aboli dans la plupart des pays du monde, l'on s'inquiète de voir de nos jours de nouvelles formes d'esclavage ressurgir. Le 14 novembre 2017, la diffusion d'un document choc sur la vente d'esclaves en Libye scandalise la communauté internationale. Et pourtant, selon une étude réalisée conjointement par l'Organisation internationale du travail et la Walk of Free Foundation, en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations, on dénombrait en 2016 45 millions de personnes dans le monde victimes d'esclavage moderne. Outre les cas mauritaniens et libyens, ce phénomène peut prendre plusieurs formes, dont la plus fréquente demeure le travail domestique, appliqué la plupart du temps dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, les rapports entre États sont faussés, puisque de toute façon, entre les États, vous avez quoi? Vous avez les rapports d'influence, vous avez les rapports des forces, les rapports d'intérêt, et vous avez surtout plus d'un État sur 5 qui ne contrôle plus rien au sein de leur propre territoire. Aujourd'hui, la mondialisation, les grands pays sont responsables de ce qu'ils ont imposé au monde. L'exploitation des travailleurs domestiques touche surtout les femmes. Elle est favorisée par une loi du travail appliquée dans presque tous les pays du Golfe appelée kafala, un système de sponsorship des travailleurs migrants qui exige qu'un migrant soit sponsorisé par un citoyen avant de pouvoir immigrer et travailler dans le pays en question. Seulement, le système kafala confère des pouvoirs énormes aux employeurs qui détiennent le contrôle absolu sur les mouvements des travailleurs. Ces derniers ne peuvent pas quitter le pays sans l'autorisation de ceux-ci et ne peuvent pas choisir de rompre leur contrat de travail quand les conditions leur sont défavorables. Une situation qui exige des mesures d'urgence de la part des pouvoirs publics. Quel que soit le dirigeant africain, il a la mort dans l'âme de voir ce qui se passe. Mais il ne peut pas agir pour deux raisons principales. La première, c'est comment ces messieurs arrivent au pouvoir. Ces messieurs, pour arriver au pouvoir, sont obligés de se soumettre à un nombre incalculable de compromissions qui font qu'une fois qu'ils arrivent au pouvoir, de toute façon, ils ont un pouvoir d'apparat. Le pouvoir qu'ils détiennent, ils le partagent. Et le pouvoir réel étant économique, il ne l'a pas. À partir du moment où vous n'avez pas le pouvoir économique, vous ne maîtrisez pas le pouvoir économique, vous devenez sujet de celui qui le maîtrise. Les femmes et les filles sont celles qui subissent le plus l'esclavage moderne, avec près de 29 millions de personnes, soit 71% du total. Celles-ci sont l'objet d'abus de tout genre, un fléau qui n'épargne pas les enfants, qui représentent un quart des victimes d'esclavage. Par ailleurs, selon l'OIT, l'Organisation internationale du travail, environ 152 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans étaient contraints au travail en 2016. Louis Georgetin, le chiffre est effrayant, 45 millions d'hommes et de femmes encore réduits à l'esclavage. Le chiffre date de 2016. Comment fait-on face à ces formes nouvelles d'esclavage? Il faut être intransigeant. Il y a des formes traditionnelles qui existent, qui continuent. Il y a, en effet, ça a été dit dans le documentaire, des multinationales
Par exemple, Nestlé en ce moment est accusé d'organiser de l'esclavage en Côte d'Ivoire et au Ghana à travers le cacao. Et puis il y a cet esclavage assez nouveau lié aux migrations. Les pays africains sont affaiblis, les gens veulent partir et un migrant est une proie facile pour les réseaux. Donc il faut être absolument intransigeant. Il y a effectivement des intérêts qui font qu'on n'a pas trop envie de parler de ce sujet. On parle beaucoup de la Mauritanie, mais il faudrait parler du Sénégal, du Bénin, j'ai parlé de la Côte d'Ivoire, la Libye bien sûr. Donc c'est une grande partie de l'Afrique qui est concernée par ce problème et en effet, il faut une rigueur. Il faut qu'on travaille ensemble. La réponse doit être quoi? Pénale, répressive, il faut une répression pénale. Coster les dispositifs judiciaires, oui. Absolument. Et il faut même une répression militaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on organise des brigades qui puissent dans le désert protéger les migrants. Les bateaux qui n'y vont plus chercher les migrants en Méditerranée. Mais il faut parler aussi de ce qu'il y a entre Mayotte et Comores. Là, il y a un cimetière marin dont personne ne parle. Il faut que l'on mette en place ensemble des bateaux qui aillent sauver les personnes qu'on peut sauver. On ne peut pas sauver tout le monde, mais on doit quand même faire ce que l'on peut faire. Et puis, il faut aussi une aide économique. Parce que les migrants qui sont désespérés par la situation économique de leur pays, partiront malgré tout, quels que soient les dangers. Et donc il faut mettre à disposition dans les pays des moyens économiques, des entreprises, du développement durable, agricole, industriel, pour que les gens trouvent chez eux les raisons de rester. Et s'ils sont contents chez eux, ils n'auront pas besoin de partir et de s'exposer à tous les vents. Vous avez tout à fait raison. Professeur, comment faire ce débat sans évoquer le paradoxe africain? Mais vous le dites aussi d'une certaine manière. Hier, les négriers allaient accoster leur paquebot sur les côtes africaines et ramassaient les esclaves. Aujourd'hui, ce sont des Africains qui eux-mêmes partent volontairement vers l'Europe et se noyer dans la Méditerranée. Le drame, c'est qu'on ne veut même pas d'eux. Oui. C'est douloureux de le constater, non? Le compatriote vient de le dire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Afrique est faible. Elle est faible. Je vais vous donner un exemple. Laurent Gbagbo, il y a quelques années, il gagne l'élection présidentielle. Bon, mais ça, on ne sait pas. Moi, il a gagné l'élection présidentielle. Je l'affirme. Je vous le concède. Oui, j'en prends la responsabilité. Je l'ai déjà d'ailleurs signalé. Même la CPI maintenant est là-dessus. Bien. On vient chez nous, les jeunes patriotes qui le soutenaient, l'armée française et l'ONU ont massacré des milliers d'enfants. C'est vrai, on l'a vu effectivement. Bien. Quelle est la réaction qu'il y a eu? Le Sénégal, personne n'a réagi en Afrique. Si, regardez ce qui s'est passé ici au Bataclan. On a tué 15 personnes au Bataclan. Toute l'Europe est en deuil, même les États-Unis. Donc, nous devons comprendre que nous sommes un peuple. Et pour le moment, notre faiblesse doit être compensée par la solidarité absolue qu'il faut entre nous. Nous ne pouvons pas laisser notre peuple se faire humilier. Ça fait des siècles qu'on nous humilie. Les gens viennent chez nous, ils viennent nous humilier dans notre propre pays. Vous attaquez, c'est ce que j'ai dit à nos compatriotes, les internationalistes, mais quand on tue des enfants en Côte d'Ivoire, quel est le parti politique français qui descend dans la rue pour protester? Aucun. Tout passe comme une lettre à la poste. Un non-événement. C'est un non-événement. Alors, nous devons comprendre que le destin de notre peuple est entre nos mains. Et ça va créer chez nous une sorte de réaction intellectuelle. Parce que tant que nous serons là à vivre, à subir la politique des autres, à subir ce qui nous impose, nous n'aurons même pas la capacité de savoir comment nous organiser pour nous défendre. Le cerveau humain fonctionne comme on lui demande. Tant que nous ne saurons pas que notre peuple est en danger, nous ne trouverons jamais les mécanismes, les moyens de protéger notre peuple. Nous devons protéger notre peuple. Professeur, concrètement, ces filles qui partent des pays africains vers les pays du Golfe et dont on saisit les passeports, le salaire et tout, et qui sont réduites en esclaves, comment on règle, comment fait-on face à ce phénomène qui visiblement prend de l'ampleur sur le continent? Oui, mais ce phénomène aussi, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui chez nous? On nous a imposé des dictateurs qui sont là,
Bon, voilà non, ils ne sont pas tous pareils. Il faut reconnaître quand même que ces 20 dernières années, de substantiels efforts ont été faits dans ce sens. Il y a des chefs d'État démocratiquement élus. Oui, démocratiquement élus, par leur propre démocratie. Je ne comprends pas. Une jeunesse ne peut pas fuir son pays s'il se sent à l'aise dans ce pays-là. Ce n'est pas possible. Il faut apporter à la jeunesse les réponses qu'il faut. Chaque fois que nous sommes venus ici, c'est pour faire les guerres des Occidentaux, au début. Au jour d'aujourd'hui, pourquoi les jeunes fuient l'Afrique alors que nous sommes soi-disant indépendants depuis 50 ans Et ils vont prendre des risques énormes. Souvenez-vous qu'il y a même des choses qu'on ne sait pas. Parce qu'il fut un temps où on fabriquait des grandes pirogues en Afrique, dans lesquelles les gars embarquaient. C'est-à-dire que vous aviez dans une plus d'une centaine de personnes, la pirogue, à peine avait quitté la côte, elle chavirait. Et ça, les gens ne le savent pas. Merci, professeur. Donc nous devons assurer la suivi de nos populations. Absolument, Louis-Georges, très rapidement, votre mot de la fin. C'est évidemment un problème de droits humains considérable, cet esclavage qui perdure. C'est aussi une question économique, parce que vous ne pourrez jamais développer l'économie d'un pays sur l'esclavage. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles l'Occident a participé à cette abolition, parce qu'il se disait, en fait, il vaut mieux des gens éduqués, qui travaillent activement. Une économie basée sur l'esclavage est une économie archaïque. Donc les gens qui croient que finalement ça arrange tout le monde, ça arrange tout le monde, on va faire des bénéfices, ils ont tort. C'est vrai à court terme, c'est faux à moyen terme. Donc l'intérêt, autant que la morale, nous convie à mettre un terme à cet esclavage. Merci. Professeur Bemba, une note positive pour terminer cette émission. Je rappelle quelques éléments de vos écrits. Vous l'avez dit, la première déclaration des droits de l'homme, c'était en Afrique au XIIIe siècle, sous Soundiata Keita. Mais vous le dites aujourd'hui, vous avez besoin que les Africains le comprennent. Il y a des Africains aujourd'hui capables de fabriquer des trains plus rapides que le TGV, dites-vous. Il y a de l'espoir, il y a de potentiel en effet. Totalement. Nous avons nos ancêtres... lisez Giraud de Chartrand. Diodore de Sicile a écrit, seulement on ne trouve plus ses écrits, qu'à l'époque où les Blancs vivaient complètement dans l'obscurité des cavernes, mais les Africains maîtrisaient de la science. Allez lire Diodore de Sicile. C'est un Grec, c'est pas un Africain. Donc, nous devons reprendre confiance en nous, savoir que notre peuple a fait de grandes choses, mais attendez, jusqu'à présent, comment est-ce que les gars ne savent pas comment les pyramides d'Égypte ont été bâties? Ce sont nos ancêtres qui ont conçu. Merci. Ce n'est pas les Arabes. Merci, professeur. Nous aurons l'occasion de revenir sur vos livres. Comment ne pas avoir un pincement au cœur de vous laisser partir? On aurait envie de vous écouter des heures et des heures tellement vous dites des choses sensées. Merci. Merci à vous. Merci, Louis-Georges. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.